Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 6e épisode de ma chaîne YouTube. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent dans mon projet d'aide aux victimes de pervers narcissiques. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu différent de d'habitude, dans le sens où je ne vais pas parler nécessairement du pervers narcissique, mais je vais parler des victimes de violences sexuelles et notamment de l'amnésie traumatique. Donc déjà, il faut savoir que l'amnésie traumatique a été étudiée au XXe siècle notamment, et notamment sur des soldats traumatisés qui revenaient de la guerre. Plus tard, dans les années 1960, on va avoir une expansion des mouvements féministes, et c'est à ce moment-là qu'on va notamment parler de l'amnésie traumatique après des abus sexuels. L'amnésie traumatique, en fait, c'est ce qui permet d'éloigner de la conscience des souvenirs qui sont traumatisants pour le sujet. Donc en fait, le sujet, pendant des années, va pouvoir vivre des violences sexuelles sans se rappeler en fait qu'il les a vécues. L'amnésie traumatique survient dans 40 à 60% des cas. Elle peut être totale ou partielle. Bien sûr, l'amnésie traumatique, elle est là pour protéger le sujet, l'aider à survivre dans des situations de violence extrême où la victime n'est pas en capacité de continuer à vivre de manière normale, puisque la violence sexuelle est vraiment une mort intérieure, une mort psychique. C'est comme si la personne mourait vraiment intérieurement. Si l'amnésie traumatique peut se mettre en place, c'est parce qu'auparavant, il y a eu une sidération traumatique et une dissociation traumatique. Donc la sidération, elle se met en place car l'amygdale va envoyer des hormones de stress, donc qu'on appelle le cortisol et l'adrénaline. L'amygdale va donc envoyer ces hormones-là au cortex et à l'hippocampe. Le cortex qui permet d'analyser la situation et de voir s'il y a danger ou pas, et l'hippocampe qui va pouvoir qui joue un rôle central dans la mémoire et donc qui va pouvoir encoder l'événement et le stocker dans la mémoire autobiographique. Seulement, lorsqu'il y a un événement une situation de violence sexuelle qui se produit, l'amygdale va envoyer beaucoup d'hormones de stress. Le cortex et l'hippocampe ne vont pas pouvoir suivre car la situation est trop impensable, trop inconcevable pour qu'ils puissent donner une réponse à l'amygdale. Et donc finalement, le sujet va complètement se paralyser puisque au niveau cérébral, plus rien ne se passe. Il n'y a pas de réponse face aux hormones de stress de l'amygdale et donc du coup, l'amygdale envoie des hormones de stress sans qu'il n'y ait réponse en face. C'est ce qu'on appelle la sidération traumatique. Donc finalement, lorsque on entend souvent les autorités, les amis, la famille dire à la victime « mais pourquoi n'as-tu pas réagi? Pourquoi n'as-tu pas crié? Pourquoi n'as-tu pas fui? Qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ?» C'est parce qu'en fait, la victime était en incapacité totale de réagir. Elle était comme paralysée. Ensuite, donc, la sidération traumatique, c'est un premier mécanisme de défense qui va ensuite entraîner la dissociation traumatique, mais ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. Mais vraiment, on a une cascade d'événements qui vont se produire parce qu'il y a déjà la mise en place de la sidération. Pour résumer, les violences sexuelles entraînent une sidération qui va à son tour entraîner une dissociation, qui va à son tour entraîner une amnésie traumatique dans 40 à 60% des cas. Donc la dissociation traumatique, c'est le moment où l'amygdale va envoyer donc énormément d'hormones de stress, comme je le disais auparavant. Le cortex et l'hippocampe ne vont pas réussir à suivre, ne vont pas répondre à l'amygdale. Et donc finalement, l'amygdale va continuer d'envoyer des hormones de stress jusqu'à ce que le danger disparaisse en fait. Sauf que le danger ne disparaît pas, il dure parfois pendant des années. Et donc à ce moment-là, le cerveau n'aura pas d'autre choix que d'isoler l'amygdale, donc de faire en sorte que l'amygdale, le cortex et l'hippocampe puissent se déconnecter. Et donc c'est là où on va voir apparaître une anesthésie émotionnelle, puisque l'amygdale va devoir disjoncter pour éviter au sujet de vivre un arrêt cardiaque. Donc finalement, à ce moment-là, le sujet sera comme déconnecté de son propre corps, il sera comme spectateur de la scène, il sera dans un sentiment d'irréalité et donc finalement il ne ressentira pas les émotions liées à l'événement. C'est comme si l'événement et les émotions se passaient à deux moments bien distincts et donc comme si il n'y avait pas de connexion entre les deux. Muriel Salmona compare le traumatisme à une fracture ouverte dans le sens où quelqu'un qui aura une fracture, si on l'anesthésie, il ne va plus ressentir la douleur associée à la fracture.
Il en va de même pour le traumatisme dans le sens où à partir du moment où un sujet s'anesthésie émotionnellement parce que la douleur est trop forte, il ne ressentira plus la douleur car il sera anesthésié et pour autant le traumatisme sera toujours bel et bien présent. Le problème de la dissociation sur le long terme, c'est qu'elle entraîne bien sûr des difficultés pour le sujet au niveau de la santé mentale, physique, au niveau de sa vie sexuelle, professionnelle, familiale et j'en passe. D'autant plus qu'on a un réel souci avec l'anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire que la victime va souvent resubir des violences sexuelles à l'âge adulte quand elle en a vécu dans l'enfance. En effet, 7 victimes sur 10 vont resubir des violences sexuelles à l'âge adulte alors qu'elles en avaient vécu enfant. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment se préoccuper de ces violences. Parce que, même des violences en règle générale, mais là aujourd'hui j'ai décidé de parler des violences sexuelles qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on ne le pense. D'ailleurs elles sont souvent de nature incestueuse dans un cadre de dépendance totale. Donc là où le parent en fait est censé aimer et protéger son enfant, il lui fait subir des violences sexuelles parce que plus vulnérable, parce que faible, parce que parce que le parent va trouver un certain aspect de jouissance à dominer et avoir le pouvoir sur son enfant qu'il est censé protéger et sécuriser. Je vais désormais m'attarder à apporter quelques chiffres sur les violences sexuelles commises sur les enfants, des chiffres qui sont très impressionnants. En effet, 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles en France chaque année, un enfant sur 5 en Europe. Ensuite, d'après l'AIVI, l'Association internationale des victimes d'inceste, en 2009, il y avait 2 millions d'enfants qui avaient été victimes d'inceste en France. Et enfin, 9 viols sur 10 sont exercés par une personne connue de la victime. Donc finalement, ce qu'il faudrait vraiment et qui serait absolument primordial, c'est de faire la prévention dans les écoles, de prendre en charge de manière adéquate et que le personnel médico-psychosocial soit vraiment formé à ce type de violence, qu'ils comprennent ce que c'est l'amnésie traumatique et qu'ils aient vraiment une formation liée à cela, puisque finalement l'enfant peut paraître complètement normal, peut paraître complètement intégré dans un environnement social et pour autant vivre à côté de ça des violences sexuelles dans sa famille. La levée de l'amnésie traumatique lorsque les souvenirs reviennent à la conscience. Donc l'amnésie traumatique va se lever une fois que le sujet est dans un environnement sécurisant, dans un environnement protecteur, où il se sent à l'aise pour parler de son traumatisme et pour qu'il ressurgisse de sa mémoire en fait, pour que le traumatisme revienne de son inconscient, de l'endroit où il a été stocké, pour qu'il revienne à sa conscience en fait. Donc le moment où le souvenir ressurgit, c'est parce qu'il y a un élément déclencheur souvent, donc je dirais en règle générale que c'est plutôt un choc émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, et cela peut être une agression une agression sexuelle ou des regards persistants dans le métro, ou cela peut être un décès, une naissance. C'est déjà très compliqué pour cette personne-là de refaire face au traumatisme. Elle va souvent d'ailleurs avoir tendance à avoir des conduites dissociantes, donc à consommer de la drogue, de l'alcool, pour éviter de ressentir la douleur liée à la mémoire traumatique et au souvenir qui ressurgit et auquel elle doit se confronter. Donc Flavie Flament, elle a été violée à l'âge de 13 ans par le photographe David Hamilton et elle en parle dans son livre La Consolation, puisqu'en fait le souvenir lui est revenu à un peu plus de 40 ans, ce qui était fort problématique puisque finalement elle n'a pas pu porter plainte contre son agresseur et puisqu'elle avait dépassé le délai de prescription qui lui aurait permis de porter plainte jusqu'à ses 38 ans. C'est à partir de son expérience d'amnésie traumatique que Flavie Flament et d'autres militantes ont activement contribué à faire augmenter le délai de prescription, délai qui était à ce moment-là de 20 ans après la majorité de la victime, c'est-à-dire qu'une victime pouvait porter plainte jusqu'à ses 38 ans lorsqu'elle avait été abusée enfant. Et désormais, ce délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité de la victime, ce qui fait que la victime peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans. Elle ne s'en est pas rappelée jusqu'à donc à peu près 40 ans, au moment où son grand-père est décédé.
Et c'est à ce moment-là où en fait elle a commencé à avoir des attaques de panique, des crises d'angoisse, à faire des cauchemars, etc., etc. Et donc finalement, elle a décidé de suivre une psychothérapie chez un psychiatre. Et c'est là où en fait tout lui revient, c'est-à-dire qu'elle se rappelle vraiment de la scène, des émotions, de la douleur ressentie. Si elle portait plainte contre lui, elle pouvait être accusée de diffamation. En fait, elle n'avait pas le droit de porter plainte contre lui. Et finalement, ce qu'elle a surtout permis, c'est de briser le silence. Donc je vous invite vraiment à lire le livre ou à regarder le film, ou même les deux, parce que les deux sont vraiment très très intéressants et qu'ils permettent de comprendre vraiment ce que c'est l'amnésie traumatique, ce que c'est aussi de subir des violences sexuelles et comment on s'en remet, comment on se reconstruit après ces violences et quels sont les impacts sur la vie d'adulte de la personne qui les subit en fait. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'amnésie traumatique survient après un choc traumatique trop extrême. Elle permet de déplacer le souvenir hors de la conscience du sujet. Ensuite, la sidération et la dissociation provoquent une paralysie et une disjonction du système d'alarme et entraînent souvent, entre 40 et 60% des cas, une amnésie traumatique. Et enfin, les violences sexuelles sont majoritairement de nature incestueuse puisque, comme je le disais, en 2009, l'AIVI avait repéré 2 millions d'enfants incestés. Dès lors que l'amnésie traumatique se lève, n'hésitez pas à en parler à votre entourage s'il est en mesure de comprendre et de ne surtout pas remettre en question vos propos. Ensuite, n'hésitez pas à suivre une psychothérapie si des doutes émergent quant à votre enfance et si vous pensiez avoir vécu des violences sexuelles. Et enfin, faites appel à des professionnels formés et capables de vous aider adéquatement dans votre situation. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai apporté des réponses aux questions que vous vous posez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, sur la page marie.lorcher.pro, sur Twitter, @lorchermarie. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.